on va commencer avec l'intervention de Mehdi Hennequin. Donc, pour vous présenter brièvement, donc, vous travaillez au sein du groupe Galilée et vous préparez votre thèse dans le cadre d'un contrat CIFRE avec l'Université de Lyon 1. Vous êtes ingénieur formé à Télécom Saint-Étienne. Vous êtes également diplômé dans cette même école d'un master Big Data. Et vous menez aujourd'hui vos travaux de recherche au laboratoire informatique réseau images et systèmes de Lyon 1 et au sein de pays Système Automation, entreprise du groupe Galilée, spécialiste de l'automatisation industrielle installée dans le Puy-de-Dôme. Oui, c'est ça, tout à fait. On va vous proposer de... Alors, l'idée sur cette première séquence d'environ 20 minutes, c'est qu'on comprenne bien les notions de ce dont on va parler aujourd'hui. D'accord. Si on vous demande, Mehdi, tout simplement de nous définir ce que c'est que l'intelligence artificielle, l'IA, vous répondez quoi? C'est pas facile de la définir aujourd'hui. On a plein de thématiques dessus. Faut savoir que en fait, l'IA, en fait, elle est partie en fait d'une réflexion de Alan Turing. Donc, c'est un mathématicien en fait qui a travaillé sur la cryptanalyse, donc crypto, sur notamment en fait, il a élucidé en fait un petit peu, il a travaillé sur Enigma, donc c'est la machine en fait qui permettait de crypter les messages pour le régime nazi. Et donc ça a permis en fait avec ça, en fait il a travaillé dessus, on a décrypté ces messages-là, on a pu renverser la guerre. Et en fait ce mathématicien à un moment il s'est posé, il s'est dit ok, donc il a travaillé sur l'ordinateur et puis il s'est dit à un moment ok, donc à quel moment en fait un ordinateur peut atteindre une intelligence humaine. Et puis là il s'est posé un concept, il s'est dit comment on peut le montrer. Et il s'est dit en fait il a mis en fait un cadre dans lequel il s'est dit si une personne communique avec deux entités donc qu'il ne voit pas. Donc, par exemple, on met une personne avec un rideau, et de l'autre côté, on met un ordinateur et une autre personne. Et si cette personne engage la conversation avec ces deux entités, et ne peut pas différencier, du coup, la machine de l'homme, dans ce cas-là, la machine, on va dire, a réussi le test d'intelligence artificielle. Donc, cette réflexion-là est partie là. Donc, si là, on arrive aujourd'hui à détecter qui est la machine de l'être humain, dans ce cas-là, on dit que c'est pas une IA. Donc, ce test, en fait, on appelle IA forte, c'est très fort. Et aujourd'hui, même si avec ChatGPT, ce qui s'est passé, on peut se poser la question, mais je pense qu'il y aura un autre débat cet après-midi. On évoquera le sujet. Mais ça peut être un fil rouge de la journée. Un fil déroulement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive quand même au feeling à différencier en fait l'humain et encore de la machine. Donc on n'a pas passé en fait ce cap-là d'IA forte. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est qu'on veut reproduire avec toutes les techniques scientifiques qu'on a, donc mathématiques, ça peut être physique, ça peut être statistique, probabilité, optimisation, un comportement humain. Donc ça peut être une tâche, ça peut être reproduire une tâche humaine. Donc on le voit beaucoup aujourd'hui, notamment en médecine, où on essaye justement d'entraîner des IA en fait, à diagnostiquer une maladie précise, bien sûr, pas plusieurs, et ça va aider en fait le médecin dans son diagnostic. Donc voilà, donc c'est un peu recopier ce qu'on dit en fait, un comportement humain, un comportement qu'on a, social aussi. Et donc dans l'IA, en fait, on a eu plusieurs matières. Et puis, il y a eu le développement en fait, du machine learning, qu'on entend beaucoup parler. Donc c'est des algorithmes en fait, qui sont dans l'IA et qui ont en fait, cette phase-là d'apprentissage. Donc ça veut dire quoi, apprentissage? C'est un peu comme l'enfant, on lui montre des exemples, et puis lui, après ça, il est capable, en fait, avec des nouveaux exemples qu'il n'a pas vus, de différencier les choses. Donc par exemple, si on lui donne par exemple, des images de chiens et de chats, au début, on lui montre des exemples, on dit voilà, ça c'est un chien, ça c'est un chat. Et puis après, on lui montre des photos. Et lui, tout seul, il va les différencier. Donc tous ces algorithmes, on va dire qu'ils ont une phase d'apprentissage. On les a mis dans la case machine learning. Donc le machine learning, en fait, c'est un sous-ensemble de techniques de l'intelligence artificielle. Donc on n'est pas dans une compétition, c'est juste un sous-ensemble. Et dans ces algorithmes-là, récemment, on a eu en fait le deep learning. Donc ces algorithmes, en fait, il y en a un parmi lesquels qui aujourd'hui a eu le plus de résultats, qui sont les réseaux de neurones. Donc je pense qu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler avec ChatGPT. Et ces réseaux de neurones-là, en fait, ont eu un boom parce qu'ils ont eu des grandes satisfactions en termes d'apprentissage et de tâches. Et puis, on s'est consacré à ça. Et puis, on a empilé, en fait, ces couches de réseaux de neurones. Et là, c'est pour ça qu'on l'a appelé apprentissage profond, deep learning. Du coup, voilà, en fait, la différence entre aujourd'hui IA, machine learning et deep learning, ce sont des sous-ensembles d'algorithmes qu'on utilise aujourd'hui. Et effectivement, c'est utilisé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne font pas la différence entre machine learning, deep learning ou qui mélangent les choses. Mais c'est des sous-ensembles de catégories d'algorithmes. Voilà un petit peu pour la petite histoire pour les algorithmes. J'espère que j'ai été clair.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de notions autour de l'intelligence artificielle. Oui. Donc, on va continuer un petit peu dans la définition des termes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer la différence entre l'automatisation, la digitalisation et la robotisation ? Donc là, je suis venu en tant que Mehdi Larousse. Donc oui, donc, mais en fait, voilà. Donc, ce qui s'est passé, donc effectivement, ces algorithmes-là, on dit qu'ils ont besoin d'une base d'apprentissage, donc de data. Et cette data-là, en fait, on a besoin de l'avoir sous forme numérique. Donc est apparue la numérisation en industrie, où on a dû en fait traiter l'information, je dirais plutôt matière, c'est-à-dire avec des papiers, des feuilles qu'on a ou qu'on remplissait à l'époque, des tableaux, des choses comme ça. Et là, on s'est dit, ok, on va le numériser pour les mettre en entrée de ces algorithmes-là. Donc on a eu toute cette phase de numérisation, c'est-à-dire on prend l'information sous toute forme, matière, et on la numérise. Donc on la met sous forme binaire. Voilà. Après, il y a eu. Alors, vous m'avez dit l'automatisation, c'est ça ? Oui, l'automatisation. Donc voilà, l'automatisation. Donc aujourd'hui, c'est d'automatiser les tâches. Donc l'IA a une synergie avec ça. La robotique, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on voit qui est attaché à la robotique. Donc automatisation, robotique a un lien et un sens et une synergie ensemble. Aujourd'hui, l'IA aussi fonctionne à travers ça. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un robot, avant, lui demander une tâche simple, prendre un objet et le déposer. Et ben aujourd'hui, on veut qu'il différencie l'objet, qu'il le case dans plusieurs choses. Donc là, on va faire appel à l'IA. Et l'automatisation, tous ces domaines-là, en fait, aujourd'hui, c'est pas qu'ils sont ressemblants, mais ont une synergie ensemble pour pouvoir créer, on va dire, demain, le robot intelligent. Donc, on aura besoin d'automatisme, d'intelligence artificielle et de robotisation. Et on va créer le robot qui est capable de prendre, par exemple, comme un exemple dans Amazon, de lui dire, je veux tel livre, il va aller chercher le livre, il va le prendre tout seul, il va aller le mettre, l'envoyer dans la bonne case, et puis ça va l'envoyer. Donc, tout ça font appel à toute cette synergie-là de métiers. Voilà. Alors, numérisation, automatisation, robotisation, on va dire que ce sont des notions, des concepts qu'on connaît, qu'on voit fonctionner dans les entreprises aujourd'hui. On est bien d'accord. L'IA... Alors, on les voit à quelle échelle, donc ça dépend, il y a différentes échelles. Ouais. Chez nous, au groupe, on les voit. Après, on n'est pas aussi poussé qu'Amazon dans leurs locaux. Bien sûr. L'IA, en revanche, aujourd'hui, elle fonctionne dans l'industrie. On en voit les premières applications, les premières utilisations, où on est encore dans le domaine de soit des balbutiements, soit de la science-fiction. Alors, non, on voit l'utilisation. Quand vous prenez vos portables et tout ça, vous avez de l'IA derrière. Rien que si je prends les téléphones Apple par exemple, ils ont développé une puce en fait dans laquelle il y a des réseaux de neurones et en fait ils vont analyser vos données et éventuellement par exemple là vous êtes moins productif, enfin vous utilisez moins votre téléphone, ça va le mettre en consommation basse. Donc en fait on a une sorte de petite IA qui va apprendre en fait votre comportement et votre interaction avec votre téléphone pour pouvoir optimiser sa batterie. Donc là, on a une utilisation sur l'exemple des smartphones, parce que je sais que beaucoup utilisent les smartphones. On peut l'avoir aussi en entreprise, comme j'avais donné l'exemple de Google, Amazon, qui utilise très bien l'IA. Aujourd'hui, chez les plus petites entreprises, on est plutôt dans l'amélioration de process. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on a un process, tout simplement, où on va fabriquer un objet. On veut optimiser ce process-là, on va faire appel à une IA, en fait, qui va essayer d'analyser chaque partie et qui va essayer d'optimiser tous ces process-là. Donc non, on le voit, effectivement, ça fonctionne. Alors beaucoup dans le médical aussi, aujourd'hui, je peux donner un exemple concret où je me suis fait une torsion du genou, je suis parti du coup aux urgences, j'ai rencontré un médecin, il me dit vous faites quoi? Donc je lui dis j'étais un docteur, il me dit bah oui, du coup nous on met en fait les radios, et puis là en fait il y a une IA qui analyse et qui dit voilà à combien de pourcentage le ligament est fracturé, le ligament est cassé ou le ligament est déchiré, et puis en fait ça aide le diagnostic en clinique. Donc aujourd'hui, on a cette utilisation-là dans les locaux, je sais, dans Clinique à Lyon. Et on travaille aussi avec d'autres partenariats pour faire développer en fait, tout ça sur d'autres parties médicales. Oui, on aura justement tout à l'heure en fin de matinée une intervention sur l'intelligence artificielle dans la santé. Très bien. Quels sont les acteurs en France de l'intelligence artificielle ? Alors il y en a beaucoup. Enfin beaucoup, en fait on est plus... on sait qu'aujourd'hui, les GAFA ont quand même monopolisé un petit peu. Donc, les GAFA, c'est Google, Amazon et toutes les entreprises américaines ont beaucoup monopolisé en fait cette technologie-là. Aujourd'hui, on a quand même des grands groupes comme Dassault, Thales, Safran, tous les autres que je n'ai pas cités, mais aujourd'hui qui sont quand même très utilisateurs, mais aussi qui sont friands de ces choses-là. Et je pense qu'il faut aujourd'hui, il faut beaucoup plus développer. Effectivement, je pense qu'on a pris dans l'industrie française un petit retard par rapport
aux industries, enfin petits, voire quand même un gros retard par rapport aux GAFA. Mais en fait, c'est juste qu'ils ont pris de l'avance, je sais pas. Ils ont pris de l'avance, ça on peut le voir comme ça. Ils ont pris de l'avance, mais parce qu'aussi c'était leur cœur de métier. Et ils étaient des géants du numérique déjà à la base, donc forcément ils se sont emparés de cette matière-là et puis ils ont pu investir. Aujourd'hui en France, on a beaucoup aussi de recherche fondamentale. On est très bon en recherche fondamentale, notamment en mathématiques. Donc nous, on a beaucoup débloqué ces choses-là, notamment Cédric Villani qui a travaillé sur le Optimal Transport. Donc on est quand même bon en fondamental, c'est juste qu'on a du mal à revenir en fait en cas pratique. Et je pense que les Américains exploitent beaucoup ça. Et ils sont très forts dans ça, c'est-à-dire que tout ce qui est fondamental arrive très bien à le développer en expérimental. Mais nous, on est très bon sur le fondamental, notamment sur la partie mathématique. Et on travaille aussi avec beaucoup de partenariats et industries françaises. Donc je suis aussi le groupe Galilée qui fait en partenariat avec le laboratoire l'IRIS. Bon, on va parler justement de cas un peu concrets, très bien. de recherche appliquée. Par exemple, chez vous, effectivement, au sein du groupe Galilée, par exemple, vous travaillez sur quel type de projet d'IA ? Alors nous, on est sur plutôt la phase de maintenance prédictive. Donc où là, en fait, on va essayer de voir un petit peu, on a du matériel en interne et aussi qu'on vend en client. Donc ce qu'on veut, c'est faire une analyse en fait sur en fait le matériel défectueux que peut avoir notre client. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le client, lui, quand ça casse, généralement, il nous appelle en urgence, il dit il faut remplacer la pièce, et puis c'est une perte de temps pour nous, pour lui, d'argent aussi. Et du coup, nous, on essaie de prédire ces casses-là, en fait. Et du coup, on est sur une phase de maintenance prédictive. Donc, on va utiliser ces algorithmes-là. Donc, on va générer, en fait, par simulation, soit on peut faire des fausses pannes, soit on a des exemples concrets qui sont arrivés. Donc, dans ce cas-là, on les prend et on les met dans l'IA, en fait, pour qu'elle voie ce qui peut arriver. Du coup, le but, c'est de faire une analyse un peu statistique de tout ce qu'on a pu récolter comme données et se dire à quel moment, en fait, mon outil va casser. Et si on prévoit ça, c'est bien parce que le client, lui, on va lui dire attention, on va vous commander un jeu d'outils, on va vous l'envoyer quand même. Pourquoi ? Parce que si ça casse dans la semaine, au moins, vous en avez un deuxième de rechange. Puis là, tout le monde est content, donc on a amélioré notre process, aussi bien en interne qu'en externe, chez le client. Donc on propose un petit peu ce genre-là. Donc je peux vous donner un exemple chez PI. Donc chez PI, en fait, contrôle les pneus de métro. Donc il faut savoir, sur les métros, c'est des pneus. Et en fait, ces pneus-là sont sujets, soit ils peuvent être en dépression ou en surpression. Et ça peut causer des problèmes. Donc s'il est en surpression, on peut avoir le pneu qui pète. S'il est en sous-pression, généralement, on peut avoir un métro qui tangue comme ça. Ça peut être problématique si on a beaucoup de monde. Donc le but, c'est d'analyser en fait et de plutôt prédire en fait une anomalie sur le pneu avant que ça arrive. Donc ça peut être aussi d'autres choses que sous pression, sur pression, s'il a cassé. Et de prévenir ça. Pourquoi ? Parce que si on arrête un métro, c'est compliqué pour tous les gens qui vont prendre ce métro-là. Et puis on essaye de prévenir ça pour qu'on améliore la qualité aussi du service. Voilà un exemple. Concrètement, ce sont des capteurs qui sont placés sur les pneus de métro pour remonter l'information sur l'état de chaque pneu de toutes les rames sur une ligne. C'est à Lyon, j'imagine. C'est ça, et qui est confronté à l'analyse que l'IA a faite de l'ensemble des données qui sont recueillies depuis X années. C'est ça. Vous l'avez bien résumé. J'essaie de résumer. Oui, c'est ça, c'est bien expliqué. Donc c'est ça, donc on a récolté pendant X années en fait, des données sur les pneus, et en fait on va les analyser et les mettre dans des algorithmes qui vont nous faire prendre des décisions sur ces pneus-là. Donc dire, il est dans un cas d'usure très avancé, il faut le changer, parce qu'il aura un comportement d'un pneu usé. Un pneu qui est neuf n'aura pas le même comportement d'un pneu qui est usé. Et puis ça se ressent même sur la voiture, quand on a des pneus neufs ou pas, la grippe, le frein, on le sent. Mais quand un pneu est usé, on a toute cette sensation-là qu'on n'arrive pas à décrire nous, que les capteurs vont prendre, et on va dire, là on est arrivé à une usure qui peut provoquer potentiellement un problème. Donc on va plutôt prévenir qu'attendre que l'accident arrive. Donc c'est pour ça qu'on dit maintenance prédictive. Donc on veut justement prédire plutôt que attendre que ça arrive, et puis très bien. Est-ce que les choses sont claires pour tout le monde ? Est-ce que vous avez des questions pour Mehdi ? Monsieur ? Est-ce qu'il y a une IA qui contrôle les capteurs ? Alors, elle ne les contrôle pas, mais plutôt elle les analyse. Donc non, on n'est pas arrivé encore à ce point-là. C'est eux qui font le boulot. Oui, bien sûr. Donc ils acquis la donnée. Et après, il y a toutes ces... En fait, on met, nous, toute cette analyse de données-là, où on voit par exemple, un signal, mais d'un pneu neuf, le signal, il sera comme ça. Pour un pneu usé, il sera comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il sera usé, il n'aura pas cette gomme qui va lui permettre de mieux freiner, et puis il y aura plus de distorsion, tout ça. Donc voilà un petit peu. D'autres questions ? Oui, monsieur. En fait, l'IA, elle fait son travail, mais apparemment, il y a quand même une donnée d'entrée qui est super importante. C'est qu'est-ce qu'on lui donne à manger ? Sous quelle forme ?
Oui. On traite les données et les limites. Tout à fait. Alors, c'est ça. Donc, nous, en amont, on traite la donnée. Donc, on crée, donc on nettoie la donnée, parce que des fois, on a du bruit, on la traite. On peut voir des valeurs aberrantes parce que il suffit qu'il y ait une urgence. Quelqu'un, par exemple, s'est mis sur la ligne de métro, bah, il a freiné, comme par hasard, pile poil au moment sur le capteur. Donc, nous, ça peut être une analyse, par exemple, de dire bah, il est en défaut, alors qu'il ne l'est pas, parce que c'est juste que ça arrivait au mauvais moment où quelqu'un s'est jeté. Et du coup, ben, on est dans cette analyse-là. Après, toujours est-il que la donnée est l'or noir, on va dire, de l'IA. C'est-à-dire que sans données, on ne fait pas d'IA. On ne fait pas des algorithmes intelligents parce qu'on apprend de ça. Mais du coup, effectivement, il y a toute cette partie-là, en fait, data acquisition et data traitement qui est très importante en amont avant de le mettre dans l'algorithme. Donc, on travaille dessus. Et donc, comme le sujet, c'était plutôt l'algorithme en lui-même, on n'est pas rentré sur la phase, en fait, big data, où là, on va plutôt se concentrer sur toutes ces problématiques-là de données. Et aujourd'hui, on a quand même l'IA aussi qui est capable de générer de la donnée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, par exemple, qui ont très peu de données. Et en fait, on a ce qu'on appelle aujourd'hui des générateurs qui vont générer de la donnée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un comportement dans la donnée, mais on est capable d'avoir un petit peu le reflet de ce comportement-là de la donnée. Du coup, on va le répliquer la donnée en essayant de dupliquer cette donnée-là tout en ayant conscience qu'il peut y avoir des erreurs. Donc, dans le médical, en fait, j'ai un collègue à moi qui travaille sur ça parce que aujourd'hui, l'IA est gourmande, comme vous dites, aussi en données et en qualité. Si on a 5 patients, ça va être compliqué de faire de l'IA. Donc, on essaye, en fait. Après, il y a plein de choses qui sont arrivées, des simulateurs, les jumeaux numériques aujourd'hui qu'on entend parler, qui peuvent justement simuler ces comportements-là, qui vont nous créer de la donnée. Mais du coup, on est sur des phases, voilà, plutôt traitement de données. Mais je suis d'accord avec vous. C'est l'or noir, on va dire, on peut pas s'en passer. D'ailleurs, s'il y a eu un boom aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, c'est qu'on a été capable d'avoir justement des entrepôts de données. C'est d'où le fait que Amazon ait stocké de la donnée et Google aussi, qui ont travaillé sur ces problématiques-là pour pouvoir traiter leurs données. Mais ils n'ont pas commencé à faire de l'IA s'ils n'avaient pas de données. C'est ce boom qu'il y a eu en fait. C'est la donnée qui est venue. Donc il y a eu les analyses de données où les gens faisaient beaucoup de statistiques. Et puis après, il y a eu l'IA dessus où là, carrément, on met en entrée et on a une sortie. J'espère avoir répondu à votre question. Oui. Le traitement des données, il y a beaucoup de traitements statistiques, vous venez de le dire. C'est quoi le pas entre le traitement statistique et l'IA ? Oui. Donc, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, il y en a qui traitent statistiquement, qui font justement révéler cette connaissance-là, plus explicitement, on va dire, avec l'aide de formules mathématiques. Par contre, l'IA, en fait, c'est elle qui va, dans son apprentissage, on va dire, faire son analyse. Donc, c'est ça un peu, c'est que en fait, c'est deux choses, on va dire, différentes. C'est qu'aujourd'hui, on essaye de comprendre en fait, les algorithmes d'IA, on ne les comprend pas totalement, parce qu'en fait, c'est une succession de réseaux de neurones qui font plein de petites pondérations successives, et du coup, qui fait une analyse en fait, de données lui-même. Et du coup, c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait, en grande dimension, qu'est-ce qui se passe. On sait que ça marche bien, mais aujourd'hui, on a des travaux en fait, qui expliquent, justement, à l'aide des statistiques, pourquoi ça marche bien. Du coup, en fait, l'analyse statistique va nous aider dans un premier temps à comprendre un peu les données. Parce que si on les met dans un algorithme, du coup, on ne comprend pas ce qui se passe. Ça va être compliqué de savoir pourquoi l'algorithme a sorti ça en sortie. Et du coup, là, en fait, l'analyse de données va nous permettre de confronter un petit peu ce que nous, on a eu comme sensation, on va dire, plutôt mathématiques, probabilistiques, avec l'IA, ce qu'elle nous donne en sortie. Et généralement, on voit que ça correspond quand même. Et du coup, la statistique va permettre l'analyse de ces algorithmes-là aussi. Donc là, par exemple, moi, je travaille plutôt, en fait, aussi. Donc moi, j'ai développé des algorithmes. Aujourd'hui, je montre que ces algorithmes sont robustes. Et là, on va avoir toute une analyse statistique en disant que la prise de décision qu'ils font, statistiquement, c'est pas déconnant. Donc, si j'ai bien compris, on a des données, on a des algorithmes, oui. On arrive à un résultat qu'on ne comprend pas comment on y est arrivé, et après on fait la statistique. Ouais, là on est dans cette phase-là. En fait, c'est ça. En fait, c'est la méthode américaine, ça marche, on boom dedans, c'est-à-dire on rentre dedans. On ne comprend pas ce qui se passe. Les réseaux de neurones, ils sont un mystère. Hein. Vous imaginez, il y a, je sais pas, ChatGPT, c'est quoi ? C'est des milliards de paramètres ? Mais qui peut expliquer ça en fait ? Qu'est-ce qui se passe sur chaque couche du réseau de neurones ? Enfin, après, il y a beaucoup de mathématiciens qui se sont mis dedans, qui ont commencé à essayer de comprendre chaque couche qu'elle faisait. On a commencé à voir des choses et aujourd'hui, on a beaucoup de travaux qui sont sortis. Donc la première couche, en fait, elle fait une convolution. Ça, maintenant, on le voit. Et on comprend ce que c'est la convolution. Donc c'est une analyse du statistique, traitement du signal. Donc ça, on le comprend bien, on le maîtrise bien. Mais après, quand on commence à empiler des milliards de couches, là, ça devient compliqué. Donc, on peut faire appel à la physique statistique. Et là, la physique statistique commence à créer en fait des nouveaux théorèmes ou théories de comment ça fonctionne. Mais là, on est en plein boom dedans. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles l'utilisent. Sauf que elles se disent, OK, l'IA marche bien, mais en fait, on ne comprend pas ce qui se passe.
Si un jour, par exemple, potentiellement, elle prend une décision qu'on n'a pas compris, qu'elle peut aller à l'encontre de ce qu'on veut, pourquoi elle a fait ça? Du coup, il faut comprendre cette analyse-là. Donc là, on reprend l'analyse statistique pour comprendre ce que font les algorithmes. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais on a des algorithmes, par contre, qu'on comprend bien, comme les arbres de décision, où là, statistiquement, on les comprend bien. Mais on ne les utilise pas parce qu'ils ne sont pas aussi forts que les réseaux de neurones. C'est vraiment les réseaux de neurones qui ont fait ce boom-là, en fait. Mais les réseaux de neurones, aujourd'hui, d'empiler des milliards de paramètres, on ne comprend pas sur grande dimension ce qui se passe. Mais on n'a jamais eu, en fait, même dans, on va dire, physiquement, on a eu beaucoup du mal à comprendre ce qui se passe infiniment grand et infiniment petit. Même s'il y a eu des théories, aujourd'hui, on commence à converger vers des choses. Donc, voilà. Mais Mehdi, on est bien d'accord que les réseaux de neurones dont vous parlez, on les a créés. Oui. Oui, non mais c'est pas notre cerveau, on les a fabriqués. Alors on les a fabriqués. Donc on est en train de constater qu'un truc qu'on a fabriqué vit tout seul sa vie et nous donne un résultat qu'on n'avait absolument pas prévu, on ne sait pas comment il l'a calculé. Alors aujourd'hui, on va expliquer l'IA, on va la démystifier, on va expliquer qu'elle fonctionne et qu'elle est utile à plein de trucs. C'est ça. L'idée, c'est pas qu'on vous inquiète et qu'on sorte de là en se disant, mon Dieu, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace est déjà là. Donc, c'est pas exactement ça. En fait, il y a un certain nombre de mécanismes. On constate que les effets sont bons, intéressants, positifs, et on essaie de comprendre quel est le mécanisme profond de cette intelligence, finalement, qu'on a créée. Tout à fait. Donc, en fait, les réseaux de neurones, en fait, sont venus au début un petit peu de la neuroscience. On a vu le comportement d'un neurone, après on a essayé de le numériser, et après on a vu que ça marchait bien sur une couche. On n'avait pas en fait toute cette puissance de calcul-là pour dire on va empiler les couches. Mais en fait on fait du mimétisme, en fait on reproduit ce que fait notre cerveau, mais aujourd'hui on ne comprend pas aussi ce que fait totalement notre cerveau. Donc du coup quelque part on n'est pas avancé dans les deux cas. Donc je sais pas, le fait de vous rassurer, aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui on a des explications de neurosciences et aussi de mathématiciens. Mais donc là c'est en cours, hein. Ça commence à converger et on commence à avoir des résultats sur l'explicabilité des réseaux de neurones. Il y a beaucoup de papiers, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un instant T, on s'est dit ça marche bien, on le développe et après on comprend. Et en fait là, aujourd'hui les sociétés, et pour laquelle aussi je travaille, on essaye de comprendre en fait et d'expliquer pourquoi la décision du réseau de neurones. Donc il y a des choses qui sont faites. Donc je suis pas là pour vous inquiéter. On reproduit quand même ce que fait notre cerveau. Et c'est vrai qu'on le fait d'un point de vue ordinateur. Et du coup, on travaille sur des problématiques comme ça. Mais après, il y a d'autres algorithmes, autres que les réseaux de neurones, qui sont très explicables, qui sont très utilisés, mais qui n'ont pas les mêmes résultats que les réseaux de neurones. C'est pour ça qu'ils sont moins utilisés aujourd'hui, mais qui reviennent à la mode de temps en temps. Si j'ai bien compris, on pose une question, on a une réponse. On repose la même question, éventuellement, on a une deuxième réponse. Qui est-ce qui choisit entre ces deux réponses-là, finalement? Alors là, c'est pour les modèles ChatGPT, c'est ça? Par exemple. Donc alors, vous m'avez dit, on pose une question à ChatGPT, il répond, et après, on lui repose la même question? La même question, il répond tout à fait autre chose, ce qui est normal, puisqu'il est parti, comme vous avez dit, par les milliards de choses. À un moment donné, il est parti sur une autre piste, et il me rend une autre réponse. D'accord. Au bout du compte, est-ce qu'on va faire une IA 2 pour choisir entre les deux réponses? Non, tout à fait. Non, on fait pas ça. Après, ChatGPT a une sémantique quand même qui est proche, c'est-à-dire qu'il peut reformuler la phrase, mais dans le même sens. C'est-à-dire qu'il donnera pas. Il a une bonne sémantique quand même, ChatGPT. Pour le coup, après, ChatGPT, il a eu un boom parce qu'il a été open source. Aujourd'hui, il y a Facebook qui travaille dessus sur des algorithmes un peu plus robustes et avec beaucoup plus de milliards de paramètres. Eux, ils répondront en fait. Alors, ils peuvent vous donner une phrase différente, c'est-à-dire qui n'est pas construite de la même chose, mais la sémantique, ça reflète la même chose. Il va dire le chien est bleu, il va vous dire oui, j'ai aperçu un chien qui est bleu. En fait, la sémantique, c'est la même. Peut-être qu'il va le remettre dans un autre contexte. Mais aujourd'hui, l'IA, les décisions qu'on a en industrie, elles sont quand même. Il n'y a pas deux choses. Non, il donne une sortie. En entrée, c'est-à-dire que par rapport à l'entrée, il donnera toujours la même sortie. Donc, non, si c'est comme ça, dans ce cas-là, en industrie, on ne peut pas l'utiliser. Ça va être très compliqué. S'il me dit un coup le pneu il est bon, un coup il n'est pas bon, je vais dire là, ça va être compliqué. Je pense, non. En fait, non, c'est quand on lui donne un paramètre, il sort en entrée. Il sort la même sortie. Mais derrière la question de monsieur, il y a un point très important, c'est que l'IA est un outil. Tout à fait. On est bien d'accord, c'est que l'humain reste au contrôle, aujourd'hui en tout cas. L'humain reste au contrôle et il s'appuie sur l'IA pour gérer un grand nombre de données et de paramètres. On n'a pas arrivé à une IA qui a une conscience encore. Je pense qu'après, moi, je suis pas très. Je suis pas quelqu'un, je pourrais pas me permettre de dire aujourd'hui on est arrivé à ça. Mais vous pouvez suivre des gens comme Yann Lequin, qui est un Français, qui travaille chez Facebook et Meta, qui est très connu dans le monde de l'IA,
qui lui a parlé, qui a dit non, elle n'a pas de conscience. Donc moi je reprends juste ce qu'il a dit, je ne veux pas aller plus loin dans le développement. Après aujourd'hui, notre but quand même c'est d'arriver, on ne va pas se mentir, mais en recherche, le Graal je pense pour un chercheur en IA, c'est de créer une IA qui ait une conscience. S'il y arrive, je pense en termes de verrou scientifique, il a débloqué. Ça serait fou de dire qu'un chercheur ne cherche pas ça. Donc aujourd'hui je pense que les chercheurs travaillent à comprendre la conscience, mais je pense c'est comme le cerveau, elle n'est pas explicite, elle n'est pas encore bien comprise. Qu'est-ce que la conscience ? Et il y a tout un débat philosophique. Parce qu'aujourd'hui, comment on peut dire que nous-mêmes, on a une conscience, tout ça, c'est tout un débat philosophique. Là, on rentre dans des choses un peu plus neurosciences, et c'est très compliqué. Alors oui, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de débats autour de ça, mais je laisse, on va dire, aux pionniers de l'IA de répondre à ces questions-là. Voilà. Oui, Stéphanie. Oui, si je puis me permettre, je pense que le fond du sujet est quand même la qualité de la donnée au départ. Parce que ChatGPT s'appuie sur des données qui ne sont pas toujours vérifiées et contrôlées. Je suis d'accord avec vous, tout à fait. Et dans l'industrie, on va donner des données qui seront fiables puisqu'elles seront propres à notre... Alors, pas fiable, pas si fiable que ça. Ça, je vous le garantis, que des fois, j'ai eu des surprises. C'est ça, c'est que... Alors oui, ChatGPT a été pris à partir de plusieurs textes qui a été pris. Après, aujourd'hui, Microsoft, je ne sais pas si vous avez vu, mais il avait développé en fait un chat qui apprend au fur et à mesure qu'on peut discuter avec lui. Le problème, c'est qu'il y a eu des petits trollers, en fait, des petits malins qui se sont amusés à lui apprendre n'importe quoi. Oui, bah oui. Mais voilà, mais forcément, mais un enfant, c'est pareil. Si vous lui apprenez qu'une voiture, c'est pas une voiture, il va le retenir. Donc tout à fait. Donc là, on est sur le mimétisme, c'est-à-dire de l'apprentissage. Donc effectivement, on revient encore. La qualité de la donnée et le travail de la donnée est très importante. Et aujourd'hui, en entreprise, ils veulent faire de l'IA sans autres données. Moi, je suis arrivé, la première chose que j'ai constatée, c'est que l'IA, elle était mal numérisée, mal traitée, mal stockée et de mauvaise qualité. Et du coup, j'ai dû revenir sur tous ces points-là pour pouvoir faire des algorithmes robustes. C'est-à-dire que mon algorithme n'était pas robuste parce que ce que je lui mettais en entrée n'était pas robuste. Il a appris du bruit. Mais comme un enfant, c'est un enfant, on lui donne n'importe quoi et le pauvre, il va apprendre n'importe quoi. Comme on dit, c'est l'éducation. Si aujourd'hui on éduque mal par la donnée, en sortie, on peut lui apprendre ce qu'on veut. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur les biais, parce qu'il y a des biais. Pourquoi ? Parce que nous, on a fait des biais aussi dans nos données. Donc ces biais se reflètent sur l'apprentissage, ce qui est logique. Et du coup, nous, aujourd'hui, il y a des chercheurs qui travaillent sur enlever ces biais-là, dans les données. Donc il y a des travaux de recherche dessus. Il y a des biais, bien sûr. Par exemple, il y a des mots qui sont masculins ou féminins, qui ne devraient pas avoir de genre. Donc du coup, il y a des gens qui travaillent sur ça pour enlever le genre en entrée. Donc l'IA n'apprend pas de genre sur du texte, parce qu'on ne veut pas la biaiser. Donc Amazon a eu ce problème-là sur la recherche de CV, où en fait, ils ont associé ingénieur à masculin, donc tous les CV étaient masculins. Et en fait, non, c'est un biais total. Donc forcément, ça a posé problème. Donc Amazon se sont concentrés sur justement comment enlever ces biais sur la donnée, et on en revient toujours à la qualité de données. Mais plus vous avez une meilleure qualité, plus vous aurez en sortie une meilleure sortie, une prise de décision de votre IA. Tout à fait, je rejoins, là je suis totalement d'accord avec vous. Il faut bien éduquer nos machines. Il y avait une dernière question sur cette séquence, monsieur. J'en avais deux, peut-être basiques. C'est quand vous dites c'est un réseau de neurones, un neurone en niveau informatique, c'est quoi ? Et puis est-ce que vous avez un calcul de taux d'échec ? Quel est l'échec de Oui, tout à fait. Donc, de l'intelligence artificielle. Un neurone, on peut le voir comme une petite décision, en fait, une droite linéaire, avec une fonction d'activation. Donc je ne vais peut-être pas rentrer un peu plus dans les mathématiques, mais en fait, ce réseau-là, donc, il a une fonction ax plus b, donc linéaire, et on va lui en fait appliquer une petite fonction de non-linéarité qui va lui permettre de passer d'une droite linéaire à non linéaire. Et ça va lui faire prendre des décisions sur des points. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans la théorie, j'ai peur qu'on perde un petit peu le fil du sujet. Alors oui, on a des outils aujourd'hui pour quantifier l'erreur que fait notre réseau de neurones. Et heureusement, moi je peux sortir un pourcentage d'accuracy de mes prédictions sur ma maintenance prédictive. À l'époque, ils utilisent toujours la logique floue. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la logique floue, en fait, c'est quelque chose qui... alors la logique normale, c'est 0 ou 1. Donc par exemple, selon une entrée, vous aurez 0 ou 1. Et là, la logique floue, elle vous permet d'avoir 0 ou 1, mais aussi d'avoir un petit peu un seuil entre les milieux 0 et 1. Donc elle va pouvoir se dire 0,5, 0,6, 0,7. La logique floue, elle est très bien comprise. Et en sortie, elle donne aussi des bonnes réponses. Et du coup, j'ai perdu le fil un petit peu. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que nous, après, on a mis nos algos d'IA comparé à cette logique. Donc il y a eu un score, c'est-à-dire combien de prédictions bonnes j'ai eu sur le nombre total de prédictions. Du coup, elle m'a sorti un pourcentage. Et moi, par exemple, elle avait 70%. Moi, je suis arrivé avec le deep learning, j'ai eu 99%, par exemple.
Donc c'est-à-dire qu'on prend un jeu de données dans lequel on ne met pas dans l'apprentissage du réseau de neurones. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme un enfant. Quand vous lui faites apprendre une leçon, pour qu'il comprenne, vous lui donnez un autre exemple qu'il a eu dans les leçons. Vous êtes d'accord avec moi? Donc qu'est-ce qu'on va faire à l'IA? On va prendre par exemple des données, 70% des données dans lesquelles on va apprendre avec l'IA et 30% dans lesquelles l'IA n'aura jamais vu ces données-là. Parce que si on fait un test d'accuracy sur les données qu'elle a eues en entrée, on fausse un peu, on biaise ça. Donc du coup, on les met de côté. On les met de côté, on appelle le jeu de test. Donc ce jeu de test, on le met de côté. Une fois que l'IA a appris, on lui dit, regarde ce jeu de test. Donc nous, on connaît les scores. On va lui dire, dis-nous le score de ce jeu de test. Et on quantifie, après, on lui donne une note, comme un enfant, un contrôle. Donc après, on lui donne 19, 20, voilà. Donc on a tous ces outils-là qui nous permettent de quantifier l'erreur que fait notre algorithme, bien sûr. Donc il y a toute une méthode. Il faut qu'on conclue cette séquence, Mehdi. Oui. 2 mots, 3 mots aux entreprises qui sont dans la salle, qui sont représentées dans la salle. L'IA aujourd'hui, il faut y aller. Pourquoi? Ou il ne faut pas y aller? Enfin, il faut y aller, pourquoi? Non, mais il faut y aller pour être compétitif déjà aux entreprises américaines, parce que là, sinon, c'est très complexe. Mais aujourd'hui, il faut y aller. Après, je suis d'accord qu'il faut y aller, comme on dit, avec réserve. C'est-à-dire qu'il faut regarder la qualité de nos données, il faut regarder ce que fait l'IA, ce qu'elle nous donne en sortie. Donc, mais il ne faut pas se dire, l'IA, on ne comprend pas, on ne le met pas. Non, je pense qu'il faut y aller. Et puis après, se dire, voilà, comment quantifier ces erreurs-là, comment améliorer nos process grâce à ça. Et on va être compétitif. Et puis moi, je le vois aujourd'hui, par exemple, comme j'ai donné l'exemple, on avait un taux d'erreur de 70% sur nos maintenances prédictives. Grâce aux nouveaux algorithmes, on arrive à peu près à 90%, voire un peu plus sur certaines lignes de métro. De fiabilité. De fiabilité. Donc on a quand même amélioré nos process. Donc il faut quand même le voir d'une bonne chose. Et puis il faut y aller. Et puis aussi pour faire avancer la recherche française, parce que grâce aux tests chiffres, quand même, on fait des partenariats entre entreprises et laboratoires. On fait avancer les process industriels, mais aussi on fait avancer la recherche grâce à des nouveaux articles que j'ai pu écrire. Donc dans les deux côtés, on fait progresser la recherche et l'industrialisation française. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin, surtout quand on parle de réindustrialisation française. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est j'espère que j'ai été clair. Super. Merci beaucoup.